Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans ce 1945 sur ITV dans l'actualité de ce lundi. La réaction du ministre de l'Urbanisme après l'effondrement d'un immeuble. 6 personnes sont mortes. Abdoulaye Seydou Sow pointe une responsabilité collective. Selon lui, il faut tirer des leçons de ce drame et évaluer les causes profondes. À suivre dans cette édition, les premières sanctions contre les commerçants qui n'appliquent pas les nouveaux prix sur le marché. 1561 récalcitrants ont été interpellés. Ils ont payé une amende estimée à plus de 27 millions de francs CFA. Le dossier sur le trafic présumé de passeports diplomatiques, Moustapha Diakhaté invite les détenteurs non officiels à rendre leur passeport. Les religieux y compris sont plaidoyés à suivre dans quelques instants. Et enfin, dans les sports, à la une, des informations assez compromettantes sur la média. Selon le site français Blast, l'ancien président de l'athlétisme mondial aurait reçu des coups de vin de la part du Qatar en 2017. Et c'était pour l'organisation du mondial d'athlétisme. Alors l'actualité, c'est toujours ce drame qui s'est produit ce week-end à Bel-Air. 6 personnes décédées dans l'effondrement d'un immeuble. Le ministre de l'Urbanisme et du Logement déclare que la responsabilité est collective et chaque entité concernée doit se sentir interpellée et tirer des leçons de cette catastrophe. Abdoulaye Seydou Sow que nous écoutons. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par des bâtiments qui s'effondrent. Mais quelle est la raison de ça? Il ne s'agit pas d'une réaction émotionnelle devant ces bâtiments qui s'effondrent. Quand ces bâtiments s'effondrent, il y a toute une chaîne de responsabilité qu'il faut situer. Cette chaîne de responsabilité, le gouvernement a une responsabilité à travers les institutions mises en place, comme l'inspection générale du bâtiment, qui doit quand même faire son travail convenablement, de surveillance et de contrôle. Mais aussi les promoteurs ont une responsabilité dans la qualité de la livraison du bâtiment. Mais aussi le citoyen lambda qui ne contrôle pas ce qui est fait en son nom et pour lui-même. Donc ces responsabilités, nous devons l'évaluer ensemble pour que ça ne se place plus jamais. Il ne s'agit pas de constater qu'il y a des bâtiments qui tombent et qu'il y ait des morts et puis qu'on soit simplement au degré de l'émotion. Oui, il faut s'émouvoir de ce qui se passe, mais il faut aussi en tirer les leçons pour que chacun, dans sa responsabilité, puisse l'assumer convenablement et pour que ça ne se répète plus jamais. Mais je voudrais exhorter, à travers la Direction générale de la construction et de l'habitat, à travers l'inspection générale du bâtiment, parce que vous avez été doté d'un instrument administratif fort, des moyens vous seront accordés pour que cette inspection puisse avoir un statut beaucoup plus important, mais l'assumation des responsabilités, c'est aussi une responsabilité personnelle. Vous savez, on a beau vouloir mettre en place des lois et des règlements, c'est comme le code de la route. Vous voyez toujours des chauffeurs délinquants pour le violer. On a un très bon code de la route, mais vous trouverez toujours des chauffeurs délinquants pour... Maintenant, il s'agit de travailler à la répression de ces délinquants. Sur cette question, nous devons être intransigeants et fermes, parce que la responsabilité nous incombe, en amont comme en aval, de surveiller l'habitat des Sénégalais. Des propos tenus à l'occasion de la signature d'un nouvel accord pour la réalisation du projet des 100 000 logements. Acteurs, experts et décideurs s'engagent ainsi à améliorer les conditions d'accès au logement durable. C'est Boubabé et Moussa Fall pour l'essentiel de cette rencontre. Le Fonds pour l'habitat social et le Fonds de garantie des investissements prioritaires ont signé un accord cadre pour faciliter l'accès au logement à la population, quel que soit le statut social. L'objectif principal du projet des 100 000 logements. Assurément, la garantie FHS-FONGIP permet d'offrir au secteur bancaire un outil performant pour accompagner les acquéreurs, en particulier ceux qui ont des revenus faibles ou irréguliers qui ne leur permettent pas de satisfaire aux conditions classiques des banques. Le ministre salue la participation de la Banque islamique avec un don de 50 milliards pour le financement du projet. Je saisis cette occasion pour féliciter la Banque islamique du Sénégal qui a accepté dès les premiers pas de structurer un financement de 50 milliards qui a permis aujourd'hui non seulement au FHS de démarrer ses activités,
mais aussi qui a permis au moins à la SAFRU de sortir de son silence d'une année après sa création. Le 4 octobre, qui marque la journée mondiale de l'habitat, le thème de cette année est accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone. Ce thème appelle à un changement de paradigme pour accélérer la transition écologique et adapter les villes aux futures pandémies et catastrophes naturelles. Et vous l'avez sans doute constaté, cette panne brusque de Facebook, WhatsApp et Instagram. L'impact fortement ressenti sur le business de certains Sénégalais qui sont nombreux à utiliser ces plateformes pour leurs activités. L'ampleur de cet impact expliquée d'ailleurs par un expert des réseaux sociaux, Mohamedou Sissa. Alors Facebook, Instagram et WhatsApp en panne, c'est un gros blocage pour les vendeurs en ligne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a vu que le développement du social selling a pris un gros envol, notamment avec l'usage de Facebook et de WhatsApp pour vendre également. On voit maintenant qu'il y a le marketplace de Facebook qui propose la création de boutiques. On a Instagram Shop également et les ventes qui se font directement à travers WhatsApp Business ou les stories WhatsApp tout simplement. Donc c'est un grand blocage pour tous ces vendeurs en ligne et surtout ça a un gros impact sur tout ce qui est influence relativement à l'achat de produits et de biens en ligne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'acheteur, je vais regarder les avis sur les plateformes digitales pour savoir ce qui se dit sur la marque, le produit ou le service qui m'est proposé. Donc, c'est un gros blocage. Pour l'heure, il n'y a aucune raison qui est annoncée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Facebook tente de rétablir cette panne-là et propose en tout cas aux utilisateurs de prendre leur mal en patience le temps que tout ceci se règle. Et je propose maintenant d'entendre les Sénégalais qui ont l'habitude d'utiliser WhatsApp, Facebook et Instagram et nous disent ce qu'ils pensent de cette panne dans ce micro-trottoir réalisé par Khadija Diouf. C'est un problème technique, je ne sais pas, et parce que je n'ai pas encore vérifié. Du coup, je ne peux pas accuser à tort ou à bien l'utilisation. Mais on sait que si le réseau ne passe pas, ça bloque tout. Des gens qui utilisent en fait, plus les réseaux sociaux pour communiquer. Moi, j'utilise, là, je suis dans les affaires, certainement. Mais si j'appelle avec le réseau social, ça ne passe pas. Je viens sur le crédit téléphonique et puis j'appelle. C'est très difficile de nos jours, comme des jeunes comme nous, de vivre presque 3 heures de temps sans WhatsApp, sans Facebook. Parce que là, j'essaie de communiquer avec ma mère, mais ça ne passe pas. Et là, j'ai un problème de logement. Parce que la femme qui devrait me chercher, je dois les contacter avec WhatsApp, mais ça ne passe pas. Vraiment, je me sens seul parce que le WhatsApp était un moyen de divertissement. Après les 12 épreuves qu'on a passées cet après-midi, le WhatsApp était un moyen de divertissement. Parce que déjà, on constate que ça peut freiner beaucoup de gens. De nos jours, si vous l'avez constaté, les gens ils travaillent via les Instagram, les réseaux sociaux. Ça, en fait, c'est mondialement, en fait. C'est même pas au Sénégal seulement. Je l'annonçais en titre, le gouvernement a pris des mesures face à la hausse des prix de certaines denrées, mais 1561 commerçants ont été interpellés pour non-respect de cette mesure. Ces récalcitrants ont dû payer une amende estimée à 27 585 000 francs CFA. La direction du commerce intérieur a fait l'état des lieux aujourd'hui. Mamadou Dian et Séléman Diallo pour le compte rendu. Les chiffres des services de contrôle sont satisfaisants. 87% des commerçants ont respecté les nouveaux tarifs. Pratiquement sur l'ensemble de toutes les régions du Sénégal, les 14 régions du Sénégal, nos équipes ont fait pratiquement 8542 contrôles au niveau des boutiques. Sur les 8542 commerçants contrôlés, 561 ont été convoqués. Ça prouve qu'il y a pratiquement 87% de commerçants qui ont pratiquement appliqué les nouveaux tarifs. Le gouvernement a pris des mesures fiscales pour soutenir les prix des denrées essentielles afin de garantir un approvisionnement suffisant du marché. Selon le directeur du commerce intérieur, l'État atténue ainsi la flambée des prix et enregistre une perte de 47 milliards. La mesure qui a été prise, ou les mesures qui ont été prises, c'est d'abord sur les droits de douane sur le blé, c'est de l'enlever jusqu'à 0%, ce que l'État a fait. Deuxième mesure, une mesure fiscale aussi, c'est la TVA sur la farine qui a été rapportée de 6% à 0%.
Et c'est ces deux mesures combinées qui ont fait qu'on a pu maintenir le prix de la farine à un niveau sans augmentation et de maintenir aussi le prix du pain sans augmentation. Nous avons aussi dit tantôt dans mon discours liminaire que nous avons maintenu aussi la TVA de 0% sur le riz. La hausse des prix des denrées de première nécessité est due à des cours mondiaux. La Covid-19 a accentué la situation. Normalement, vous deviez acheter vous achetez 1 plus 1 plus 1 pour garder. Et les pays aussi qui exportaient leurs excédents de récolte, ces pays-là aussi ont décidé d'opérer des restrictions et dire que bon, nous, face à cette pandémie-là aussi, nous allons protéger notre économie, nous n'allons plus exporter notre surplus. Et c'est ce qui a créé cette situation-là au niveau mondial, une demande mondiale qui est là, qui a pratiquement explosé, et une offre mondiale qui est en train d'être stagnée. Malgré tout, des amendes à hauteur de 27 585 000 francs CFA sont recouvrées chez les récalcitrants. Il s'y ajoute des saisies. Les contrôleurs ont confisqué 77 650 tonnes de sucre, 32 220 litres d'huile, 19 950 tonnes de riz et 889 bonbonnes de gaz. Doit-on également craindre une hausse du prix du pétrole? Le directeur du commerce intérieur rassure également. Selon Oumar Diallo, le Comité national des hydrocarbures travaille à atténuer les prix. Je vous propose de le suivre. Nous subissons de plein fouet la hausse extrêmement négative du cours du pétrole, qui est aujourd'hui à 79 $. Le baril, alors qu'on avait l'habitude sur l'ensemble de l'année 2021 à acheter le baril du pétrole à 45, maximum 50 $. Donc si aujourd'hui nous sommes à 79 $, il est clair que pratiquement tout ce qui va comme produit pétrolier sera nécessairement impacté. Impacté, ça ne veut pas dire que nous, Sénégal, les prix vont flamber. Je dis simplement que du simple fait qu'il y a une corrélation entre le cours du pétrole et le cours des produits pétroliers, il est clair que c'est une situation à envisager. Maintenant, comme l'État l'a toujours si bien fait, la fixation des prix des produits pétroliers échoit au Comité national des hydrocarbures. Et je sais que ce comité-là est en train de travailler sur tous les schémas qui nous ont permis jusqu'ici d'être mieux. Et pour le cas spécifique du pain, voici une alternative face à une hausse probable. L'Institut de technologie alimentaire a dévoilé une nouvelle technologie qui consiste à remplacer à hauteur de 15% la teneur en blé dans le processus de fabrication du pain. Et le directeur chargé des relations extérieures de l'ITA, Faloussar, nous explique. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, je parlais d'une technologie spécifique que l'ITA a mis au point. La technologie d'incorporation des farines de céréales locales dans le processus de panification. Pour résumer, aujourd'hui, l'ITA a montré qu'on peut remplacer jusqu'à hauteur de 15%, n'est-ce pas, la teneur en blé dans le processus de fabrication du pain. Alors, je vous donne un exemple. Si aujourd'hui on considère que, par exemple, les importations de blé font à peu près 100 milliards, et que vous arrivez à prendre 15% de ce blé-là, cela veut dire tout simplement que vous avez au moins 15 milliards d'économies en termes de devises. Ces 15 milliards-là, vous conviendrez avec moi, ça peut servir pour le développement en termes de construction d'écoles, construction d'universités, d'hôpitaux, etc. Alors, et ces 15 milliards d'économies en devises constituent également une augmentation des revenus des producteurs sénégalais. Et cela permettrait effectivement de faire la promotion de la production des céréales. Parce qu'aujourd'hui, on pense que les céréales, c'est pour la consommation et que les cultures restent encore l'arachide, etc. Mais si ce processus, en tout cas cette technologie mise au point par l'ITA, est généralisée, cela peut effectivement impacter, n'est-ce pas, les revenus des producteurs de céréales au niveau du Sénégal. Et nous reparlons de cette panne, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Facebook, Instagram et WhatsApp. Voici quelques réactions de Sénégalais, des utilisateurs de ces plateformes, et nous disent ce qu'ils pensent de cette panne dans ce micro-trottoir de Khadija Diouf. C'est un problème technique, je ne sais pas, et parce que je n'ai pas encore vérifié. Du coup, je ne peux pas accuser à tort ou à bien l'utilisation. Mais on sait que si le réseau ne passe pas, ça bloque tout. Les gens qui utilisent, en fait, plus les réseaux sociaux,
pour communiquer. Moi, j'utilise, là, je suis dans les affaires, certainement, mais si j'appelle avec le réseau social, ça ne passe pas. Je viens sur le crédit téléphonique et puis j'appelle. C'est très difficile de nos jours, comme des jeunes comme nous, de vivre presque 3 heures de temps sans WhatsApp, sans Facebook. Parce que là, j'essaie de communiquer avec ma mère, mais ça ne passe pas. Et là, j'ai un problème de logement, parce que la femme qui devait me chercher, je dois les contacter avec WhatsApp, mais ça ne passe pas. Vraiment, je me sens seul parce que le WhatsApp était un moyen de divertissement. Après les 2 épreuves qu'on a passées cet après-midi, le WhatsApp était un moyen de divertissement. Parce que déjà, on constate que ça peut prendre beaucoup de gens. De nos jours, si vous l'avez constaté, les gens ils travaillent via les Instagram, les réseaux sociaux. Ça, c'est mondialement en fait. C'est même pas au Sénégal seulement. Et l'enquête se poursuit dans le cadre du trafic présumé de passeports diplomatiques. De nouvelles plaintes se sont ajoutées au dossier. En attendant la suite, voici alors la requête de Moustapha Diakhaté. L'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar demande au chef de l'État de supprimer l'octroi de ses passeports aux compagnes des députés. Il pense aussi que tous qui ne sont pas des ayants droit doivent impérativement rendre le document. Les religieux, y compris Moustapha Diakhaté, a répondu aux questions de Miki Mahamdjaï. La seule, c'est de donner ce passeport, ce sésame, au seul ayant droit. C'est tout qu'on doit faire. Un pays ne peut pas compter 35 000 passeports diplomatiques. Ça n'a aucun sens. Avant qu'on arrive au pouvoir, nous, en 2012, le président Macky Sall avait pris des engagements d'aller dans ce sens, de réduire, vraiment de limiter l'attribution des passeports à un minimum de Sénégalais. En tout cas, maintenant, évidemment, des efforts ont été faits au début, mais apparemment, quand même, on a réouvert le robinet. Je crois que vraiment, il faut le fermer définitivement pour faire de telle sorte que seuls les ayants droit, c'est-à-dire les diplomates, puissent disposer du passeport diplomatique, les membres du gouvernement et les membres des institutions de la République. Je crois que c'est ce qu'il faut faire, comme ça ne va pas dépasser au maximum de 5 000 à 10 000 personnes. Tout le monde doit être exclu. Tous ceux qui ne sont pas des diplomates, qui ne sont pas les membres des institutions de la République, de mon point de vue, doivent être exclus. Maintenant, si un marabout peut voyager, mais le gouvernement a les moyens de l'aider à bénéficier de visa du pays où il va aller. Ça, je crois que c'est possible. Et je serais d'accord, moi, qu'il y ait même des visas diplomatiques. Autrement dit, si un marabout doit voyager, pour quelque raison que ce soit, il y a un homme d'affaires, que l'État du Sénégal l'aide à disposer d'un visa du pays où il va aller, dans les conditions quand même qui respectent tout au moins, en tout cas, l'utilisation du passeport diplomatique. Alors on poursuit, les activités ont repris ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La campagne de vaccination contre le Covid-19 a également été lancée et destinée aux étudiants. Boubacar Dieng, reportage. Un campus pédagogique vidé de ses occupants. Elle est une des rares étudiantes qui viennent encore réviser dans cet espace vert dénommé Bois Sacré. L'étudiante à la faculté des lettres salue la campagne de vaccination initiée par le rectorat. C'est une mesure que j'approuve beaucoup parce que à cause du Covid, on a dû arrêter nos cours. Et le fait de faire vacciner tous les étudiants pour qu'on puisse reprendre nos activités, ça c'est une bonne chose pour tous les étudiants parce que nous on a les études et on n'a pas le choix aussi, on est obligé d'aller étudier. En revanche, individuellement, elle ne tendra pas le bras. Moi je ne suis pas prête pour prendre le vaccin parce que j'entends beaucoup de préjugés qu'on parle sur les vaccins. Il y en a beaucoup, vous-même vous le savez, vous entendez des préjugés qu'on parle des effets secondaires que cause le vaccin. Raison pour laquelle je ne suis pas encore prête pour prendre le vaccin. Cet étudiant est venu réviser ici à la faculté des sciences juridiques et politiques. Il entend se faire vacciner durant la campagne, mais il pose des préalables. Non, moi je ne me suis pas encore vacciné. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Bon, je suis prêt à me vacciner si et seulement si il s'agit du vaccin chinois ou du vaccin russe. Depuis le 31 juillet, les étudiants ont déserté le campus pédagogique
La réouverture est prévue le 4 octobre, une reprise qui coïncide avec le démarrage de la campagne de vaccination contre la Covid-19 ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En attendant sa réouverture, le campus pédagogique, le hall des facultés ont de nouveaux occupants. Merci Boubacar Dieng pour ce reportage dans l'actualité politique. Une interrogation en vue des élections locales dans la nouvelle loi sur la tête de liste qui doit remplacer le maire, le président du conseil départemental en cas de décès ou d'empêchement. Les pouvoirs publics ont opté pour le statu quo, c'est-à-dire c'est le conseil municipal qui se réunit pour élire son remplaçant. L'expert électoral Njagassila nous éclaire. La modification du mode d'élection des chefs des exécutifs territoriaux a été actée dans le code électoral. Désormais, il reviendra aux citoyens électeurs d'élire au suffrage universel direct le maire et le président du conseil départemental. S'agissant de la commune et du département, le candidat tête de liste au scrutin majoritaire ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages à l'issue de l'élection est élu maire ou président du conseil départemental. Concernant la ville, la tête de liste au scrutin proportionnel qui obtient le plus de sièges est élu maire de ville. Maintenant, il faut comprendre qu'en cas d'empêchement définitif de décès ou de démission, il est pourvu au remplacement du maire ou du président du conseil départemental par le collège des conseillers. Donc il reviendra au conseiller par le biais du suffrage indirect d'élire son remplaçant, le maire ou le président du conseil départemental. De la même manière, si à l'issue de l'élection, un candidat est élu à la fois maire de ville et maire de commune constitutive ou même président du conseil départemental, il doit faire son option pour garder un poste avant l'installation du nouveau conseil élu. Et il me semble qu'on aurait pu empêcher à quelqu'un à la fois d'être tête de liste d'une commune constitutive et de ville en même temps. C'est dit certainement qu'il y a un certain nombre de limites dans la réforme, parce que de fait, par le mode d'élection du remplacement du maire élu par le suffrage universel indirect, on semble en fait détourner vraiment le suffrage en fait des électeurs. C'est l'un des titres de ce lundi, des révélations accablantes et bouleversantes du site français Blast sur la Mendiak. Le Qatar aurait usé de moyens non conventionnels pour l'organisation du mondial d'athlétisme en 2017. Et la Mendiak, ancien président de l'IAAF, aurait reçu au moins 4 millions de dollars américains pour son soutien. Boubacar nous en dit plus. Le média Blast a rendu public 2 documents qui démontrent que l'émirat gazier n'a pas hésité à mettre la main à la poche pour s'offrir la compétition et l'ancien président de l'IAAF est le bénéficiaire de ses commissions occultes. Le premier document en date du 5 octobre 2011, fourni par le ministre de l'économie et des finances qatari, démontre que Lamine Diack a encaissé 4 500 000 dollars américains en récompense au soutien qu'il va apporter à l'État du Qatar pour l'organisation du Mondial 2017 d'athlétisme. Cette somme a été transférée dans le compte de la société Oryx QSI domiciliée à la Qatar National Bank. L'intermédiaire dans cette affaire est un homme bien connu dans le monde du sport. Le deuxième document, en date du 14 octobre 2011, porte le cachet de la société Oryx QSI. Il est paraphé par Nasser Galanim Al-Khelaifi, président de QSI, ainsi que de la chaîne BeIN Sport et du PSG. Le président du club de la capitale française indique au directeur de cabinet du prince héritier qu'une première partie de la commission de M. Lamine Diack d'un montant de 3 millions de dollars américains a été transféré sur le compte de la société Pamodi Sport Consulting basée à Dakar. Ces 2 documents viennent conforter les soupçons de la justice française. Déjà, en mai 2019, le Parisien révélait que Nasser El-Khelaifi avait été mis en examen pour corruption active.
Du football maintenant, la première séance d'entraînement des Lions au stade de la Dior n'a pas eu lieu. Moins de 10 Lions présents, le staff a décidé donc de rester à l'hôtel pour une séance dans les installations du Radisson Diamniadio. Première séance demain avec l'arrivée du gros de la troupe de Aliou Cissé Boulaïdja, blessé et indisponible. Moustapha Gueye a reconnu avoir échoué lors de sa dernière campagne avec l'équipe nationale féminine en afro-basket. Invité d'Omnisport sur ITV, il a présenté ses excuses aux Sénégalais. Le directeur technique du basket a annoncé quelques projets majeurs dont la formation des formateurs. Les autres détails qu'il a lui-même livrés au micro de Saïkou Seydi. Je présente mes excuses au peuple sénégalais déçu du résultat de l'équipe durant cette campagne. Je suis aussi très déçu, tout comme mon staff. Nous allons tout faire pour que dans le futur proche, avoir un résultat très positif. Nous allons continuer le travail. Nous allons entamer la formation des formateurs dans les mois à venir. S'en suivront d'autres gros chantiers, notamment chez les jeunes. Nous avons prévu d'organiser une compétition qui va regrouper les jeunes de moins de 16 ans pour faire une grande sélection. Le Sénégal a également l'ambition d'accueillir le prochain Afrobasket des moins de 18 ans. Tous ces projets entrent dans le cadre du renforcement des cadres, mais aussi pour la mise en place de nouvelles bases pour la reconstruction que nous avons décrétée avec les sélections nationales. À la surprise générale, le PSG de Ghana chute à Rennes avec Alfred Gomis. Ibrahim Magnan sort sur une blessure avec Metz en Ligue 2. Et en Angleterre, Sadio Mané manque face à City. C'est le Tour d'Europe des Lions avec Cher Diop. Nous nous rendons d'abord en France pour ce Tour d'Europe des Lions. Grosse surprise ce dimanche, le PSG avec Ghana est allé s'imposer à Rennes chez Alfred Gomis, 2-0. Malgré la titularisation de Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, l'Olympique de Marseille a également perdu face à Lille sur le même score, 2-0. Mais avec Pape Matar Sarr et Mohamedou Lamine Gueye titulaires, a aussi perdu à Angers 3-2. Mais a surtout retenir la sortie sur blessure de Ibrahim Niane. En Ligue 2, Nîmes s'en est remis à Moussa Koné pour ramener un point de la Baie des Champs. Mené 2-0 par la JOCR, Moussa Koné a marqué un doublé pour un nul 2 buts partout. Grenoble a battu pour 2-0 avec une réalisation de Mohamedou Lamarana Diallo. En Angleterre, Sadio Mané a inscrit son 101e but avec Liverpool, dont 99 en championnat. Son équipe et Manchester City ont fait match nul 2 buts partout. Crystal Palace de Cheikh Kouyaté et Leicester se sont également quittés sur ce même score, 2 buts partout. Watford s'incline à Leeds 1-0, mais Ismaïla Sarr est désigné joueur du mois chez les Hornets. En Italie, Keita Diao-Baldé marque encore avec Cagliari. Malgré un but partout face à Venise, l'ancien de l'Inter devient de sa fête le meilleur buteur sénégalais de la Serie A avec 40 réalisations. Cette victoire en autant de matchs, Naples de Kalidou Koulibaly a battu la Fiorentina sur sa pelouse 2-1, mais le défenseur sénégalais était encore une fois victime des racistes. En Belgique, Pape Matar Gueye a marqué pour Ostende avec un nul 1 but partout face à Saint-Tron. En Turquie, pour terminer, Galatasaray s'est imposé dans les ultimes minutes du match face à l'Esport grâce à une passe décisive de Mbaye Diagne. Et on se quitte sur ces images. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Je vous donne rendez-vous demain à 19h45.